se retrouve donc pour la toute dernière table ronde du Paris-Saclay Summit avec cette question majeure et centrale de la place des femmes. Elles sont encore sous-représentées dans les études comme dans les carrières scientifiques et d'ingénieurs. C'est le cas ici à Paris-Saclay comme ailleurs, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais l'heure est au changement. C'est ce que vont nous dire nos invités. Merci d'accueillir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. À vos côtés, Laura Chaubard, directrice générale de l'École Polytechnique. Avec nous également Segenet Kelemou, pathologiste végétale éthiopienne. Et je vous précise que Madame Kelemou s'exprime en anglais. Vous avez des casques à votre disposition pour la traduction. Et enfin, merci d'accueillir Philippe Val, PDG du groupe La Poste. Et pour modérer vos échanges, messieurs, dames, Valérie Toragnan, directrice de la rédaction du Point. Je précise avant de vous laisser la parole, Valérie, qu'un petit temps sera réservé aux questions des auditeurs après votre petit échange. Je vous souhaite une excellente table ronde. Merci beaucoup, merci. Écoutez, je suis ravie finalement de clôturer cette journée magnifique et ces 2 journées magnifiques avec cette assemblée aussi prestigieuse. Et alors la question n'est plus de savoir si la femme sera l'avenir de l'homme, ça on le sait depuis longtemps, mais est-ce qu'elle sera l'avenir de la science? J'espère qu'au moins elle arrivera à parité avec les hommes dans la science. En tout cas, on va en débattre ce soir. Madame la ministre, très honorée de vous avoir avec nous ce soir. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce sujet vous concerne et vous passionne à titre personnel. Vous êtes ici un peu aussi chez vous parce que vous avez été la première présidente de l'Université Paris-Saclay que vous avez quittée pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en mai 2022 et vous êtes une physicienne de formation. Alors, on va commencer directement en entrant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs accueillent seulement 28% de femmes élèves ingénieurs. Sur 5 ingénieurs, un seul est une femme. Les femmes n'y sont pas, alors qu'on manque d'ingénieurs, ce qui est le paradoxe. Et toutes les campagnes ces dernières années pour sensibiliser le monde éducatif, les enseignants et les filles elles-mêmes à la question des sciences ne donnent pas de résultats. Les filles, jusqu'à l'entrée au lycée, sont les meilleures en maths, et puis brusquement, ça s'effondre, la motivation s'arrête. Comment faire, Madame la Ministre ? D'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. D'abord, d'être ici, évidemment, mais aussi sur un sujet, de partager avec vous ce sujet ce soir, cet après-midi. Alors, comment faire si on avait la réponse ? Voilà, je pense que la réponse est complexe. La réponse est complexe en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, date depuis très longtemps. On a quand même une augmentation, on le voit quand sur les indicateurs, on a fait beaucoup de progrès de suivi, c'est déjà quelque chose pour savoir où on va, mais il reste beaucoup de travail. Et avoir des femmes ingénieures, avoir des femmes scientifiques dans tous les domaines des sciences, c'est pas seulement pour profiter de leur talent et parce qu'on en a besoin et augmenter la quantité de scientifiques, d'ingénieurs, etc. C'est aussi parce que ces biais de genre vont impacter la société. Quand on a très peu, et c'est le cas par exemple en informatique, où là on voit que le taux d'étudiantes, d'élèves et ensuite de femmes dans les métiers de l'informatique est très très bas, c'est même plutôt autour de 15%, donc vraiment très bas, il y a des biais dans les programmes faits par rapport au monde, aux résultats, il y a des biais cognitifs, ça s'est prouvé dans la médecine, et donc si on n'a pas une parité ou si on n'a pas un équilibre de ceux qui vont programmer, étudier des cohortes en médecine, etc., les résultats à la fin, la représentativité du monde ne sera pas le même. Donc c'est non seulement pour profiter des talents globaux, mais c'est une nécessité aujourd'hui pour pouvoir avoir un monde de demain qui correspond à notre réalité, avec aussi en combattant ces biais de genre, ces biais cognitifs. Alors comment on fait ? Mais je voulais vraiment insister sur déjà le pourquoi. Et comment on fait ? C'est une grande question. Je pense que ça démarre tout petit. Ça démarre dès l'école primaire et on perd nos jeunes filles très tôt au niveau des sciences dites
dures, et en particulier des sciences mathématiques, informatiques, physiques ou ingénierie. On les perd, mais aujourd'hui, on peut perdre aussi les garçons très tôt. Parce qu'un des points, c'est l'enseignement, et donc on est en train de revoir avec la réforme de l'enseignement des professeurs des écoles de façon forte. Je pense qu'il faut donner la place aux sciences, comme il faut donner la place aux sciences, comme vous l'avez fait durant ces 2 jours dans la société. C'est la même chose dans l'enseignement. Probablement réinterroger la manière de l'enseigner. Et la manière de l'enseigner, aujourd'hui, pour nos jeunes au XXIe siècle, ça rejoint un peu la manière de l'enseigner, probablement de l'attente de nos jeunes filles, pour donner du sens, montrer les applications, que ce soit dans le domaine des mathématiques, de l'informatique, de l'ingénierie électronique, mécanique, physique, tout, de donner un sens des applications dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, etc. Et pas, je dirais, un petit peu changer l'image du métier d'ingénieur, changer l'image des applications de ces domaines disciplinaires, montrer cette interdisciplinarité aussi, montrer la différence des métiers, et puis l'enseignement aussi par le sens, par effectivement l'objectif. C'est des choses qui datent pas d'aujourd'hui, c'est des méthodes pédagogiques aussi qui sont adaptées à tout étudiant, tout élève à partir du primaire, mais je pense que dans l'enseignement des sciences et en particulier pour attirer les jeunes filles. Et puis il y a aussi le comportement, c'est-à-dire que dès l'école primaire, encore une fois, un garçon n'est pas que brillant, intelligent et une fille sérieuse et motivée. J'en donnerai que 2, mais la vision, effectivement l'apport de la motivation, de comment on a la représentation est aussi beaucoup à changer, et tout ça on va y travailler entre autres dans nos formations de professorat des écoles. Et puis pour finir, et je passerai, mais donner accès à la science et à toutes ces sciences de façon très interdisciplinaire, et à ces sciences liées au métier de scientifique et ingénieur. Je pense que, un peu à l'image du Portugal, parce que si on regarde, il ne suffit pas de juste regarder nous, mais on regarde un petit peu ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Europe, eh bien il est très surprenant de voir que ça ne dépend pas du nord ou du sud ou autre, comme d'autres indicateurs, mais par exemple vous avez en Portugal le nombre de femmes ingénieurs, le nombre de femmes chercheuses, scientifiques est très haut, est au-dessus des hommes. Et c'est la même chose sur certains pays nordiques, mais un pays par rapport à un autre à côté qui n'a pas du tout le même taux. Et la France est à peu près dans la moyenne. Il y a beaucoup de pays en Europe qui sont comme nous. Et si on regarde ce qu'ils font au Portugal, c'est donner à l'accès de la science. Ils ont fait des maisons des sciences un peu partout, très accessibles dès le plus jeune âge. Et donc, c'est donner ces maisons des sciences. Je sais que vous en avez une dans la vallée pas loin, une autre à Paris, il y a la Miss, il y a d'autres. Je pense que c'est important que nos jeunes et l'ensemble des professeurs puissent avoir cette formation tout au long de la vie aux sciences et donner l'accès à la société, en particulier à nos jeunes aussi. Très bien, merci beaucoup. Laura Chobard, alors vous avez un parcours d'excellence formidable. Vous faites partie de ces femmes dont on dit « Ah ben voilà, elle, il faut la montrer aux petites filles et elles vont être épatées et elles vont dire « Je veux être comme elle ». Donc, bravo pour ce parcours. Non, mais blague à part, vous êtes une femme, vous êtes une scientifique, vous êtes une militaire. 2 domaines dans lesquels vous avez dû réussir, alors que c'est un milieu très masculin. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné avec vous et qui ne fonctionne pas avec tant de petites filles? Voilà. Ça, c'est difficile à dire. Je peux vous dire simplement ce que j'ai trouvé, moi, dans la pratique des sciences et des mathématiques, et qu'on ne présente pas forcément comme étant la caractéristique des mathématiques. C'était un espace, pour moi, jeune femme, de créativité et de liberté. Les mathématiques, j'étais plutôt une littéraire, je lisais beaucoup, et de pouvoir imaginer des espaces, des objets, les construire comme je voulais, m'y balader dans le confort de l'abstraction, loin du chaos des sciences expérimentales, qui à l'époque m'attirait beaucoup moins. C'était une évasion. Et moi, je reliais ça un peu à l'abstraction artistique.
C'est ce même esprit de liberté. On est loin de la manière dont on décrit et on enseigne les maths, notamment à l'école primaire. Je vous rejoins, Madame la Ministre. Ah oui, parce que c'est aride et c'est dur et c'est difficile. Est-ce qu'on va y arriver? On ne l'imagine pas comme un espace de liberté. Enfin, moi, mes souvenirs de l'école, c'est pas du tout ça, ni de créativité, ni de poésie. Quoique poésie et maths, il y a beaucoup de points communs. Oui. Musique et maths, oui. Est-ce que c'est aussi votre milieu, disons les choses, qui a favorisé les... Le deuxième facteur que je peux mettre en avant, c'est que j'étais dans un environnement familial où on m'a toujours fait sentir que tout était possible, qu'il fallait travailler, mais que si on en avait les capacités et l'envie, tout était ouvert. Et ça, effectivement, je vous rejoins, Madame la Ministre, dans les injonctions qu'on donne aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, il y a encore des déséquilibres conscients ou inconscients. Un jeune homme qui va avoir des difficultés en classe préparatoire, on va lui dire accroche-toi, ça va aller, voilà. Et il y a une jeune femme, on va lui dire fais attention, si c'est trop dur, tu peux faire autre chose, etc. Donc ça n'a rien de malveillant, mais effectivement, dans la manière d'encourager les jeunes femmes et les jeunes hommes à s'orienter, à faire des choix, on a encore de forts biais. Et on en parlait juste avant de commencer cette réunion. Il y a aussi la question dont les enseignants peuvent parfois aussi ne pas encourager, dont la famille peut parfois aussi ne pas encourager. Il y a cette résignation, ce fatalisme, et le fait que les filles peut-être se sentent plus à l'aise. Vous le dites vous-même d'ailleurs, c'est une erreur de dire que les filles ne s'intéressent pas à la science, elles s'intéressent plutôt à la science médicale, à la médecine, aux études de médecine, au paramédical, parce que là, elles vont sentir qu'elles sont peut-être, et ça c'est encore un biais genré, mais dans des métiers où elles peuvent être utiles, où elles peuvent soigner les autres. Est-ce que tout ça, ça dure encore? Est-ce que c'est encore très fort? Sans doute, les chiffres sont têtus. Effectivement, les femmes font des sciences, mais massivement des sciences de la vie, de la médecine, et moins des sciences mathématiques et physiques. On voit aussi qu'elles sont pourtant douées en maths, mais elles ont tendance à se sous-évaluer. On discutait d'une étude qui vient de paraître de l'Institut des politiques publiques, qui a fait une expérimentation intéressante sur Parcoursup. Vous devez être évidemment impliquée, Madame la Ministre, qui comparait les choix d'orientation des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes et des jeunes femmes issus de milieux moins favorisés, selon qu'on les laissait faire tout seuls, ou qu'on leur montrait les choix d'orientation que faisaient des jeunes femmes et des jeunes hommes qui avaient les mêmes résultats qu'eux. Et les choix étaient vraiment infléchis par cette simple information supplémentaire qui faisait qu'ils n'avaient plus de raison de se sous-valoriser et elles n'avaient plus de raison de se sous-évaluer dans leurs performances mathématiques. Et ça, c'est quand même un signe d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a des manières de corriger les biais au bon moment, au moment de l'orientation, pour qu'elles osent embrasser des carrières scientifiques et matheuses. Donc se juger mieux et s'évaluer mieux et avoir une meilleure confiance en soi, ça fait partie aussi de la question. Séguénette Kélémou, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes une pathologiste végétale, vous êtes d'origine éthiopienne, vous êtes née à Finote Selam, je crois, en Éthiopie. Vous êtes la première femme de votre région à fréquenter l'université. Vous êtes partie aux États-Unis pour poursuivre vos études, puis vous êtes retournée en Afrique pour piloter un centre de biotechnologie de pointe pour améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Alors, comment vous êtes devenue une spécialiste mondialement reconnue, avec un parcours qui a priori était tout sauf facile? Et vous, est-ce que c'est la science ou est-ce que c'est aussi l'idée de lutter contre la pauvreté, pour la nutrition et voilà, et de vous orienter sur ce choix-là parce qu'il y avait des besoins criants autour de vous? Yeah. Thank you very. Merci beaucoup. Okay. Thank you very much.
Yeah. Thank you very much for the invitation and for the honor to be with distinguished panelists. C'est un honneur d'être So avec my ces story is a éminents very long and orateurs. complicated J'ai une story longue histoire journey. assez compliquée. As you all can imagine, I vous pouvez grew up l'imaginer, and was j'ai born in a grandi, very je poor, suis née dans un resource poor farm place, pays, very une région très conservative, pauvre, sans Coptic Christian ressources, village assez where girls are conservatrice, dans un married village où off les by the age filles of 10. sont mariées à 10 If ans. you are not married by the Si vous age 10, you n'êtes are, pas not, marié you à are 10 too ans, old to be married. eh bien c'est trop tard pour vous. And luckily, I was par absolutely chance, not desirable for marriage. So I was too je n'avais pas le tomboyish, profil and pour no être mariée du parents tout. would arrange for On m'a me. dit que personne So ne the voudrait only arranger un way, mariage the avec moi, only, aucun parent ne voudrait arranger un mariage avec moi. way for my parents was to send me to school. So Et I donc mes was parents n'ont pas eu le choix a que de good m'envoyer à student. l'école. But Donc, j'ai été une bonne élève. girls also grew up in that village with a Mais il lot y a of des burden. filles qui A ont lot of grandi dans le burden, village so we avec had to beaucoup do de farming, we fléaux. had to cook for the Nous family, devions we cuisiner had pour to notre collect famille, firewood, we had to fetch faire de- water from the s'occuper river, des- everything des- else, and then des at the légumes, aller end chercher we de ran to l'eau. school. Et ensuite, on pouvait Until I was in seulement aller à high l'école school, I après ça. didn't even Donc, have jusqu'au shoes lycée, to je n'avais pas de chaussures go to school with. So, pour me but rendre à growing l'école. up in that type of thing, Mais en grandissant dans ce contexte, so I looked for purpose j'ai in life. cherché I knew une that I raison had to d'être go dans la vie. all the way to university. Je savais que je devais continuer so, jusqu'à l'université. So I looked for what can I do actually. Donc to je me lift suis people dit, also qu'est-ce que je peux faire out pour of, poverty, sortir les out of autres de la that pauvreté type of life. So et de ce my mode de vie-là. parents really wanted me to go Mes parents to voulaient medical school. vraiment que But j'aille, blood que was j'étudie la not for médecine, me. mais ce n'était So pas pour moi. When I decided to go into Donc, lorsque agricultural j'ai sciences, décidé my d'étudier father was l'agronomie, really mon upset, père était and I très said, contrarié. He said, "What's wrong with you? Et il m'a dit, mais You need a c'est quoi ton college problème? degree to be a farmer." T'as pas besoin d'un So diplôme he pour être didn't know there is agricultrice. agricultural sciences. So that was a Il pensait que driving c'était ça force pour for lui. me. Et en fait, ça a été une and I motivation think, pour moi. being a good student, a top Et of j'ai students, été was also parmi les meilleurs extremely élèves, helpful for me. ce qui m'a beaucoup aidé. Education was free. L'éducation était gratuite. C'est très important d'avoir accès à l'éducation free education, gratuite. funded education. Ce sont les contribuables qui financent l'éducation pour que chaque fille ait accès à l'école, pour s'assurer que chaque femme soit lettrée. C'est très important pour nos sociétés. Lorsque j'ai terminé mes études en Éthiopie, il y avait un concours très concurrentiel pour continuer. J'ai pu obtenir une bourse pour continuer mes études aux États-Unis. Donc je suis le fruit de l'éducation gratuite grâce aux contribuables éthiopiens et aux contribuables américains. On peut créer des opportunités au niveau des continents et au niveau des pays grâce aux politiques pour une éducation pour tous. Je pense que l'état d'esprit de la société a un impact également sur l'égalité des genres, que ce soit dans les sciences et technologies ou dans tout autre aspect. Donc voilà, en bref, mon histoire. Le conseil que je donne aux jeunes filles, si vous pouvez le faire contre vents et marées, allez-y, soyez leader en sciences, soyez à la tête d'une équipe, d'une organisation. Pour la science, c'est important. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Restez dans ces filières, ingénierie, mathématiques, physique, c'est très dur, mais vous pouvez le faire et c'est très gratifiant d'utiliser ces connaissances pour transformer, pour aider, changer des vies, aider la société, résoudre des problèmes, que ce soit en médecine, en sécurité alimentaire, nutrition, etc. C'est extrêmement Merci beaucoup, merci beaucoup. Philippe Val. Alors, vous n'êtes pas un scientifique, mais alors, pour les femmes, vous travaillez dur.
Depuis 2013, vous êtes PDG du groupe La Poste, président du conseil de surveillance de la Banque Postale. Vous êtes le premier employeur de France, il faut le savoir. La Poste est aujourd'hui une entreprise numérique, digitale, qui a développé un numérique souverain. Vous employez aussi beaucoup d'ingénieurs, de développeurs, de codeurs, de scientifiques. Et combien de femmes dans tout ça ? 53% de femmes, ce qui veut dire que je dois consacrer au moins 53% de mon temps à la cause féminine. Et j'essaye de le faire. Et la chose dont nous sommes le plus fiers à la Poste, c'est en 10 ans d'avoir été capable d'instaurer l'égalité salariale de nos salariés femmes. À la Poste, en moyenne, les femmes gagnent 0,2% de plus que les hommes. C'est le résultat de 10 ans de politique. Et donc, j'aime bien votre question de comment. Et avant de répondre à la question de comment, je crois que, comme la ministre, comme Sylvie Retailleau, il est important de se demander pourquoi. Parce que pour arriver à faire le comment, il faut commencer quand même pour le pourquoi. Le pourquoi, c'est la première question que les enfants, mes petits-enfants me posent. Pourquoi ? Pourquoi, vous l'avez dit, Madame la ministre, parce que c'est pas simplement parce qu'on a besoin de plus d'ingénieurs et de scientifiques. Ça, c'est une demande de l'humanité et de la société tout entière. Mais ne pas permettre à un être humain, une femme ou un homme, de réaliser ses rêves, d'exploiter sa liberté humaine, comme Séguénette vient de nous en parler, de devenir scientifique alors qu'elle en a le potentiel, c'est gâcher du potentiel humain. Donc on sait pourquoi il faut convaincre les jeunes femmes de devenir scientifiques, pour qu'elles puissent utiliser, si c'est leur choix, la totalité de leur potentiel humain, la totalité de leur liberté humaine. Alors on en vient enfin à la question de comment. Ça, c'est une question d'anthropologie. C'est-à-dire que c'est une question de comportement humain. Et en fait, la question qui est posée là derrière, c'est comment on construit les rêves ? Comment on produit des rêves ? Comment, alors que, et Laura Bochard le disait, les filles ont de meilleures notes en maths jusqu'à un certain niveau, elles décrochent derrière. Eh bien, elles décrochent parce que les stéréotypes de la société, parce que des choses très profondes du regard des autres, des attentes et de l'éducation les écartent de la trajectoire scientifique. Et donc, le comment, c'est quelque chose qui doit être culturel. Construire les rêves, c'est travailler sur la culture et l'anthropologie. Ça veut dire d'abord que, de mon point de vue, il faudrait que les 3 femmes puissantes qui sont sur cette estrade aient leur rôle valorisé dans la société. Par exemple, autant que Kylian Mbappé, vous voyez ? Parce que, par ailleurs, qui est un type remarquable, qui ne fait pas que marquer des buts, hein. Il se pose des questions sur la société, mais comment on fabrique un rêve alors que les jeunes filles sont meilleures en maths? Eh bien, il faut faire sauter des stéréotypes, il faut des maisons de la science, il faut les rôles modèles. Parce qu'évidemment, les rêves, ils viennent de rôles modèles. Vous voyez ? J'aurais été une fille, ce que je ne suis pas, je crois que j'aurais rêvé de devenir Marie Curie. Mais c'est parce que je suis très vieux. Mais je serais une fille aujourd'hui, je crois que je rêverais d'être une de ces 3 femmes ou la prix Nobel française qui travaille à Max Planck. Ou, vous voyez, donc le sujet, c'est comment convaincre, c'est un sujet d'anthropologie, c'est un sujet de culture, et Madame la Ministre, c'est un sujet de politique. Donc maintenant qu'on sait pourquoi, maintenant qu'on sait comment, c'est-à-dire de l'anthropologie, comment on s'y prend. Et il y a une chose qu'il faut bien intégrer, c'est le temps. N'essayons pas de le faire en 3 ans, ça échouera. Mais donnons-nous 10 ans pour nous dire, dans 10 ans, il y aura non plus 20% d'élèves femmes à Polytechnique, Laura, si j'ai bien retenu votre chiffre, dans le cycle ingénieur, mais 30. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit essayer de modifier les rôles, on doit faire des maisons de la science, on doit réfléchir si on introduit des éléments de discrimination positive, j'ai pas peur de le dire. À la Poste, on est arrivé à jouer sur la masse salariale parce qu'on a
introduit des éléments de discrimination positive. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui est faisable. De la discrimination positive, donc du coup, de quelle manière? Donner des bourses plus facilement à des filles, vous voyez, pousser les choses. Séguénette, elle y est arrivée parce qu'il y a eu des bourses pour faire ce qu'elle avait l'intention de faire. Mais il faut que ce sujet anthropologique, qui est comment les stéréotypes neutralisent les effets des meilleures notes en maths des filles, ça devienne un sujet politique et qu'on prévoit des actions pour y arriver. Et si on prévoit des actions et qu'on s'y tient, vous savez quoi? On y arrive. Alors, en même temps, dans les politiques publiques, on ne peut pas dire qu'on se tourne les pouces depuis 30 ans. Enfin, la question de la sensibilisation, du fait les filles ne sont pas dans les études scientifiques, ça fait quand même des années qu'on en parle. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle. On a commencé à mettre en place des choses pour lutter contre les stéréotypes de genre, pour des campagnes d'information, les professeurs, etc. Donc, il y a un moment donné, ça n'a pas marché. Et alors, Madame la ministre, je constate une chose, c'est que depuis la réforme du baccalauréat, les choses ont empiré. Les filles sont majoritaires dans les doublettes, je lis, spécialité humanité, langue, littérature et physique, chimie, sciences de la vie, et les garçons, mathématiques, physique, chimie et mathématiques, numérique, sciences de l'ingénieur. Et alors en plus, comme en terminale, je crois qu'on n'a plus 3 spécialités, mais seulement 2, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre la totalité de ces spécialités liées à la science. Et du coup, les filles font des choix qui, si elles aiment la biologie, si elles ont l'idée de la médecine, ça va par exemple les couper de la physique. Et c'est dommage, parce qu'avant, avec tous les défauts qu'avait ce baccalauréat, il y avait quand même des troncs communs. Donc en voulant faire bien, parce qu'il y avait plein de bonnes intentions dans cette réforme, y compris de dire qu'il ne faut pas forcer les jeunes à s'ennuyer et puis être en échec scolaire dans des matières qui ne leur plaisent pas. Mais on a abouti quand même au fait qu'on a régressé. C'est-à-dire qu'on a régressé, il y a de moins en moins de filles du coup qui ont ce bac. Alors j'imagine que vous êtes évidemment parfaitement, non seulement au courant, mais en train d'essayer de voir ce qu'il va falloir faire pour remédier à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être plusieurs choses. D'abord, oui, c'est toujours bon de faire des bilans et des constats, c'est très important. Et je pense que les problèmes aujourd'hui qu'on a, et quels que soient les problèmes de réforme et autres, mais ça a été dit, et je voudrais revenir, c'est qu'à un moment donné, pour atteindre des objectifs, il faut se donner quelque part du temps et pouvoir faire des retours d'expérience aussi, regarder ce qui se passe à côté. Et quand on regarde un petit peu, je reprends l'exemple du Portugal ou autre, quand il y a eu une politique de développer la science dans la société, l'accessibilité à la science, pas que pour les filles, mais ça a eu un impact sur les filles, ça a pris 20 ans. Donc le côté arrêtons de tirer des conclusions, même si je vous rejoins sur des points, et c'est pour ça qu'on a remis des maths, etc. Mais pour moi, peut-être qu'à un moment, arrêtons de tirer des conclusions partie par partie, mais d'avoir une vision beaucoup plus globale. Pour l'attractivité des filles, ce qui est un autre problème que le niveau de mathématiques, quand on rentrait au niveau du supérieur, et là, on a aussi un problème aussi lié, c'est pour ça qu'on revoit les choses en tirant les conséquences, quand on peut se tromper, il peut y avoir. Mais à un moment, si vous ne faites pas le choix de faire une spécialité de maths en première, le problème, c'est qu'elle le faisait en terminale lorsqu'elle choisissait les filières au niveau du supérieur. Donc le problème du choix et de l'orientation des filles pour aller vers ces disciplines, mais aussi ces métiers, il y a des choses différentes. Encore une fois, elle se fait tout au long du cursus, pas à un moment donné uniquement, même si je vous rejoins sur certaines analyses, mais qui peut-être ont eu des conséquences aussi différentes. Et c'est pour ça que je pense que les évolutions sur lesquelles il faut d'abord effectivement qu'on tire des conséquences sur tout ce qu'on a fait, et qu'aujourd'hui, on ait une vision beaucoup plus systémique à partir du primaire jusqu'au supérieur, à tous les niveaux, à tous les moments d'accompagnement, de mentorat. Mais je pense qu'il ne faut pas s'occuper que des filles. Si on veut réussir, c'est un changement culturel profond. Et c'est pour ça qu'on est peut-être 3 femmes et vous-même, mais qu'il était important d'avoir un homme, au moins, à la table ronde. Non, mais en homme alibi, j'assume totalement. et heureusement. Et je pense qu'effectivement, peut-être le côté comment doit-on faire et quand et au comment, c'est tout au long, et en agissant à la fois sur les filles pour les attirer, etc., mais sur les garçons.
Et ce qu'on retrouve pour attirer vers des disciplines qui, culturellement, dans nos pays, sont des disciplines dites d'excellence, les maths, la physique, l'ingénierie, on se pose la question si quand même, culturellement et dans l'esprit, il n'y a pas un peu un lien entre des choix progressifs quand on est enfant, adolescent, sur ces disciplines par rapport effectivement à une certaine façon culturelle, on en a parlé, de se projeter, de projeter les filles et de les traiter, enfin finalement par rapport à, mais ce qu'on connaît plus tard, par rapport à quand on nous fait des propositions, quand il y a des postes à responsabilité, ces problèmes de poser des questions de doute. En suis-je capable? Est-ce que je vais être la bonne personne? C'est-à-dire qu'au début, on dit 2 fois non avant de dire oui. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est un problème? Ou est-ce que le problème, c'est de ne pas se poser ces questions? Est-ce que finalement, cette représentation, quand vous êtes à tous les moments, quand on parle de pédagogie, quand on parle de social, quand on parle d'ouverture sur le handicap, etc., dans les réunions, même à tous les métiers, vous n'avez que des femmes autour de la table. Quand on est sur des postes, quand on parle finance, quand on parle gouvernance, vous n'avez que des hommes autour de la table. Et donc, suivant les sujets, la représentation qu'on en fait, la façon de l'appréhender, eh bien, à tous les niveaux, de manière différente, se traduira cette problématique. Et je pense que, évidemment, on a un travail particulier parce qu'on doit le faire de la manière d'enseigner, de la manière de se projeter, de la manière de dire aux filles, mais oui, non seulement c'est pour vous et qu'il n'y a pas du tout la bosse des maths, l'appréhension, ça c'est non. Et oui, c'est pour vous et allez-y parce que d'abord, ces sciences, d'abord c'est un métier qui va permettre de donner du sens et de résoudre de nombreux problèmes dans les défis actuels. Ensuite, et je rejoins ce que disait Laura, ça fait rêver. Et moi, j'ai fait de la physique d'abord parce que ça me faisait rêver. Et c'est des modèles comme Marie Curie ou autres qui m'ont poussé à se dire ça doit être quand même fantastique de pouvoir comprendre les choses. Et si on comprend les choses, ben, je vais pouvoir participer à un peu les changer et à construire. Et je pense que c'est donner ce sens de participation est aussi un guide très très fort chez les filles, mais chez les garçons. Et je reviens au côté, effectivement, la façon de présenter, la façon d'enseigner, la façon de se comporter entre une jeune fille et un jeune garçon, mais peut-être dans les deux sens. Oui, vous avez raison. Laura Chobard, à 15 ans, on n'a aucune idée de ce que c'est que le métier d'ingénieur. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi des blocages qui sont dus à oui, une représentation négative, mais surtout une ignorance de ce que sont ces métiers. Et comment on peut remédier à ça? Il y avait ce matin ici qui parlait Natalia Kosmina, qui disait oui, quelque part c'est un peu fatigant de toujours dire oui, vous qui êtes des femmes exceptionnelles, c'est votre personnalité, votre parcours, vous êtes des rôles modèles et c'est ça qui va convaincre les filles. D'abord elle dit ça marche pas tant que ça. En revanche elle dit ce qui peut marcher et ce qui peut tout d'un coup passionner les filles, c'est d'avoir accès concrètement à ce que c'est la physique, à ce que c'est la chimie, à ce que c'est peut-être la créativité des maths dont vous parlez et qui est une autre façon d'enseigner les maths. Donc, il y a aussi du flou, il y a aussi le fait on n'a pas une vision concrète de ce que pourrait être son métier. Et est-ce que c'est quelque chose... est-ce que vous pensez que ça fait partie des solutions, de rendre les choses plus concrètes et dès le très jeune âge? Oui, tout à fait. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit qui me paraît très juste. Le paradoxe, c'est que les mathématiques sont un critère d'excellence français, restent un critère d'excellence français absolu, parce qu'on est une grande nation mathématique, parce qu'on a d'excellents chercheurs, d'excellents laboratoires, d'excellents diplômés et ingénieurs, et qu'on a une approche mathématique des sciences, et ce qui a fait aussi le succès des sciences françaises. Et c'est donc d'autant plus préoccupant que parce que c'est un tel critère d'excellence profondément ancré dans notre société, les femmes et les filles s'en détournent consciemment, inconsciemment. Et relier les deux, notamment quand on sait que les professeurs des écoles sont très majoritairement des femmes, ça montre combien, le pourquoi aussi. Pourquoi c'est
embêtant, c'est pas qu'une question de choix individuel, que les femmes ne choisissent pas les maths. Alors, pour revenir à votre question, oui, le mot d'ingénieur, c'est un mot valise. On ne sait pas ce que c'est qu'un ingénieur. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses quand on est ingénieur, mais une fois qu'on a dit ça et qu'on est devant une jeune femme qui se pose des questions sur son orientation, c'est quand même très difficile de projeter ce que c'est qu'un métier d'ingénieur si on n'a pas un point de repère dans son environnement. C'est ce qui rend aussi difficile l'orientation vers les carrières d'ingénieurs, aussi des jeunes hommes et des jeunes femmes issus de milieux moins favorisés, dans lesquels ils n'ont pas forcément un repère, un exemple, quelque chose qui peut leur faire envie, parce que ingénieur, c'est un choix de formation supérieure, c'est pas un choix de métier. Et donc on a beaucoup à faire, à travailler pour donner corps à ces carrières, parce que les opportunités sont tellement fantastiques que ce serait criminel de ne pas les donner à voir, notamment aux jeunes femmes. Alors pour ça, là encore, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que vous avez cité le chiffre de 20% pour le cycle ingénieur de l'école polytechnique, c'est plutôt 28% d'école d'ingénieur en moyenne, c'est 25% à l'X sur l'ensemble des cursus. Il y a 25 ans, c'était 10%. Et il y a 50 ans, on admettait la première femme à l'école polytechnique. Donc ça veut dire que des femmes ingénieures, il y en a de plus en plus quand même. Il y en a de plus en plus, et c'est maintenant des mères ingénieurs, des grands-mères ingénieurs, qui vont aussi pouvoir servir de repère aux jeunes femmes et aux jeunes hommes d'aujourd'hui. Et oui, c'est important. Séguénette, est-ce que il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est vous aimez que la science soit concrète. Et dans votre vision aussi du continent où vous êtes né, la question de l'alimentation, de la nutrition est importante. C'est ce qui vous a poussé à faire les études que vous avez faites. Et quelque chose me frappait en vous écoutant, c'est que finalement, on a une jeune génération aujourd'hui, mondialement, beaucoup plus que la génération d'avant, qui est très préoccupée par le changement climatique, par toute cette transition écologique, cette transition énergétique. Et finalement, cette planète qu'ils veulent sauver, c'est les professions scientifiques qui vont, de fait, les aider à sauver cette planète. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans la motivation de cette génération, plutôt que présenter les choses comme des maths ou de la physique ou de la science un peu abstraite, est-ce que ce n'est pas aussi rejoindre totalement leurs préoccupations que de leur faire comprendre que, oui, si vous voulez sauver la planète, allez-y, welcome, il y a un boulot de fou à faire et c'est par les sciences qu'on va y arriver. Yes, absolutely, a very good point. I think one of my issues, and I think the Madame Minister has touched it earlier also, tout à l'heure, how science is taught in school. La manière dont on enseigne la science à l'école n'est pas facile à comprendre, c'est très sec, ce n'est pas très attirant, et je pense que la science doit être enseignée de manière plus proche aux étudiants et également au public. Montrer que la science peut apporter beaucoup de solutions à la crise environnementale, au changement climatique et à la manière dont on vit, de nombreuses manières. What would have happened to us, to all of us, que nous serait-il arrivé si on n'avait pas eu de recherche, de science pour générer, par exemple, le vaccin contre le Covid? On ne pourrait probablement pas organiser ce genre de réunion. Et donc, il faut vraiment enseigner ces sciences en montrant que cela peut apporter des solutions à la crise climatique, que ça peut améliorer nos modes de vie, que ça peut résoudre le problème lié à la biodiversité, aux crises auxquelles font face nos écosystèmes, les problèmes que rencontrent les abeilles, par exemple, crucial pour nos modes de vie. Et donc, ça s'applique aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Si on veut attirer les jeunes filles vers la science, cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les garçons de côté. On a besoin des deux. Mais on ne peut pas laisser 50% de sa population en dehors de ces professions. Ça, c'est très important. Et nous tous,
femmes, hommes, avons le pouvoir de prendre des décisions, avoir de l'influence et apporter une différence. J'ai été directrice d'un fonds d'investissement de recherche à Nairobi. On offre des bourses à des étudiants en master, en doctorat. Et lorsque j'ai commencé en 2013, le nombre total d'étudiants recevant des bourses, et bien sûr le total, il n'y avait que 20% de filles. Et j'ai posé la question, où sont les filles? On ne les trouve pas, on m'a dit. J'ai dit, comment ça, on ne les trouve pas? Bien sûr, si on ne les cible pas, on ne les trouve pas. Et en l'espace de 10 ans, on est passé à 48%. Et ce sont d'ailleurs les meilleurs. Elles font des très bons travaux de recherche, de grande qualité. On a une équipe de modélisation qui fait des modèles mathématiques, des capteurs à distance, de la gestion de données. Et j'ai dit au directeur du département, dans 10 ans, je veux qu'il y ait au moins 50% de femmes dans l'équipe. Et aujourd'hui, on est à 53% de modélisatrices, de développeuses, de logiciels. Ce sont des femmes. Et donc, c'est possible. Il faut soutenir, il faut encourager, il faut former. Mais il faut également les soutenir pour qu'elles restent dans ces postes. Beaucoup de femmes, une fois qu'elles rentrent en poste, ont tendance à abandonner. Alors, que peut-on faire? Identifier les facteurs qui sont des obstacles. Il faut les soutenir. J'ai créé par exemple une garderie gratuite. Comme ça, les femmes peuvent amener leurs enfants, les mamans, et on peut prendre beaucoup de mesures, chacun et chacune, pour quel que soit le domaine, pour être plus équitable pour la société. Pas simplement pour soutenir les femmes, c'est bon pour la société tout entière. Merci beaucoup. Philippe Val, mais justement, quand on est une entreprise aussi importante, la question de faciliter le travail des femmes, la question de l'environnement, la question d'accompagner aussi pour que, vous voyez, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle puisse faire. Est-ce que ça fait partie de vos, de vos préoccupations? Je connais un peu la réponse. Bien sûr, ça fait partie de nos préoccupations et nous aussi, on lutte contre les stéréotypes. Quand vous êtes responsable d'entreprise, femme ou homme, vous vous trouvez face à des stéréotypes. C'est ça qui rend la mission si difficile. On a déjà beaucoup progressé. De 0 à 20, c'est infini comme progression. Mais il faut continuer. Les stéréotypes, ça se combat. Et par exemple, nous diffusons pour les cadres dirigeants de la Poste une méthode de 360. C'est-à-dire qu'on demande au patron de chacun des dirigeants, au père de chacun des dirigeants et à la première équipe de dire ce qu'ils pensent du dirigeant. Et on demande au dirigeant ou à la dirigeante de s'apprécier elle-même ou lui-même. Il y a très peu de... Enfin, il n'y a pas d'hommes qui se sous-estiment. Non mais sérieux, je suis sérieux. Il n'y a pas d'hommes qui se sous-estiment. Il n'y a pas... Les femmes ne se sous-estiment pas toutes. Mais beaucoup de femmes se sous-estiment. Quand on a le 360 d'une dirigeante ou d'un dirigeant, c'est très impressionnant. Ça montre donc que, y compris pour des dirigeantes qui dirigent des centaines ou des milliers de personnes, on est face à un stéréotype. Et donc, en tant que patron de cette entreprise, je dois déconstruire les stéréotypes. Alors, comment on déconstruit les stéréotypes? D'abord, en nommant des femmes. Au hasard, et en plus parce que c'est une actuaire et une ingénieure, eh bien, à la Caisse nationale de prévoyance, la CNP, la nouvelle patronne a 40 ans, elle est actuaire et elle dirige un bilan de 450 milliards d'euros. C'est d'ailleurs la plus grande compagnie d'assurance dirigée par une femme dans le monde. Eh bien, quand vous faites ça, on fait ça parce que c'est la meilleure, hein, on ne l'a pas choisie parce que c'est une fille, mais quand vous faites ça, vous participez à la déconstruction des stéréotypes parce que toutes les femmes du groupe se disent « elle a 40 ans, elle est en interne, elle est actuaire, elle est devenue patronne de la première source de profit de notre entreprise ». Donc, je crois que nous devons déconstruire les stéréotypes, mais les femmes comme les hommes. Et bien sûr, il faut du temps pour ça. Là, on nomme Marie-Aude Thépaut, c'est son nom.
actuaires, mais il faut en nommer d'autres et il faut surtout nommer les meilleurs. Mais la déconstruction des stéréotypes, ça prend du temps. Il faut qu'on intègre, et je suis ravi, Sylvie Retailleau, Madame la Ministre, que vous vouliez, il faut du temps. Soyons volontaires, mais soyons modestes à la fois. On ne change pas les choses aussi fondamentales d'un coup. Par contre, il faut être déterminé. Parce que si on n'est pas déterminé, les stéréotypes l'emportent. On va passer aux questions, mais j'avais juste une dernière question qui vous concerne tous. Il y a une révolution qui s'appelle l'intelligence artificielle. Est-ce que cette révolution-là va être perçue par les filles comme une révolution qu'elles vont pouvoir accompagner rapidement? C'est-à-dire coder, développer, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas encore une fois l'impression que ça va être quelque chose de complexe pour les filles? Enfin, pour l'instant, hein, les codeurs, c'est plutôt surtout des hommes. Ou est-ce que peut-être au contraire, ça va être une opportunité, cette révolution, d'embarquer les filles davantage? Très rapidement, chacun de vous, si vous pouvez donner. Non, pour moi, ce n'est pas un sujet pour les filles. Au contraire, les filles doivent comprendre que grâce à l'IA générative, elles pourront détruire les stéréotypes. Parce que ChatGPT, peut-être pas, mais la post-GPT, ça vous permettra de détruire les stéréotypes. Madame la Ministre, please, go on. Well, I don't think there is anything which, if it is easy for a boy, it will be easy for a girl as well. So there is nothing which girls cannot do that boys can do. I believe that actually. It's just not just a token. Voilà ce que je pense. Laura. Il faut prendre garde à ce que le discours autour de l'intelligence artificielle ne ressemble pas trop à celui qui s'est développé autour du PC dans les années 80, c'est-à-dire un instrument de puissance masculine comme la voiture, comme voilà. Le fait qu'on se pose la question pour cette technologie dont on pressent qu'elle va être absolument transformante dans tous les domaines de la société et de l'économie montre que déjà on a un peu évolué. Moi, je veux être optimiste sur le fait que les femmes y auront leur place. Madame la Ministre, oui, le mot de la fin. Je rejoins, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de technologies qui font évoluer et les femmes ont leur place complètement et au contraire apportent une vision, apportent une évolution. Vous savez, dans tous les domaines dans lesquels vous avez des femmes présentes, quand on est dans la biologie, la médecine, quand on parle de biotechnologie, de génétique, etc., ça transforme le monde aussi. Et on a aussi des questions d'éthique, on a aussi des questions d'évolution. Donc l'IA n'est pas le seul domaine et je rejoins dans toutes les périodes, il y a eu des technologies et il faut la maîtriser, il faut se poser les bonnes questions, mais pas non plus des questions bloquantes et en particulier pour l'accès aux femmes. Et juste, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Philippe, c'est vraiment dans le temps et l'accompagnement et par rapport à ce qu'on fait, je voudrais rappeler aussi que, et je pense qu'il faut faire un équilibre avec ça, nous avons eu des lois, récemment je viens de publier des décrets liés à la loi Rixain, nous avons des gens qui réfléchissent et qui proposent effectivement comment aussi objectiver ces évolutions-là. Donc la première chose, c'est de fournir des indicateurs sur la présence des femmes, la présence de la féminisation, etc., de pouvoir les suivre. C'est ce que donne souvent cette loi Rixain, et aussi la présence en parité dans des jurys, des comités, que ce soit dans le privé comme le public. Ensuite, ces obligations là, moi je reste prudente, je ne dis pas qu'il ne faut pas des fois les faire, mais effectivement, et on voit bien quand on dit on a choisi une femme, ben non, oui, on a choisi la meilleure. Et c'est ce côté aussi, c'est un peu l'équilibre qu'il y a entre comment, je dirais, être politiquement et apporter parce qu'il le faut, il faut un peu forcer les choses, mais il faut les forcer en reconnaissant que quelque part, l'équilibre, elle se fait aussi naturellement et qu'elles y ont toute leur place. Et c'est le même problématique que pour les modèles. Parfois, chez les plus jeunes filles, des modèles de très haut niveau, moi je l'ai vécu en pensant, en parlant, en faisant venir des femmes incroyables comme Laura, ça peut être aussi bloquant. Moi, je crois aussi beaucoup, et je lance, puisqu'on est ici à travers beaucoup d'établissements, nos jeunes docteurs, nos jeunes ingénieurs doivent aller voir nos jeunes filles de primaire, de collège, de lycée, parce qu'avec eux, il y a une vraie identification. Et ce mélange de rôle modèle, de rôle,
et de rôles réels de tous les jours qui sont quand même aussi extraordinaires parce qu'ils font ces études scientifiques. Et je pense que nos jeunes ont aussi besoin de se projeter dans ce qui est atteignable, réel, à court terme pour eux. Et donc, c'est tout un tas de choses qu'il faut faire, et pour l'IA comme pour beaucoup d'autres disciplines. Eh bien, écoutez, il y a encore beaucoup à faire, effectivement. Et on va peut-être passer aux questions. Merci Valérie, merci à nos invités. Il nous reste quelques petites minutes pour prendre une ou deux questions dans le public. Je vois des mains qui se lèvent. Les micros vont-ils arriver jusqu'à vous ? Peut-on donner un micro, s'il vous plaît, rapidement? Il nous reste moins de 3 minutes. Du coup, question succincte, si possible. Merci. Hello. So I have a question about women. Face to prejudice. Face to prejudice and face to the violence in some countries. When we study science, how we can study in the violent context and which advice you can give us to overcome this challenge for future. Problèmes, ces obstacles. Merci. Qui souhaite répondre? C'est Lionette Kélémou, peut-être? C'est une excellente question. Les violences sexuelles faites aux femmes, le harcèlement au travail, etc. Ce sont de grands problèmes profonds dans nos sociétés, bien ancrés dans les esprits, qui manquent de respect aux femmes. Et par conséquent, il faut éradiquer ces violences, c'est certain. Mais dans de nombreuses sociétés, c'est véritablement problématique. Et c'est profondément ancré. Un manque de respect, un manque de considération pour les femmes. Donc beaucoup reste à faire. Je voulais aussi rebondir de façon plus générale, mais après le témoignage. D'abord, ça doit être tolérance zéro. Et en France, effectivement, pour étudier, et en particulier dans nos établissements, dans le supérieur, il y a un vrai aujourd'hui, il faut pouvoir avoir la confiance de pouvoir aller parler, dire et derrière agir. Donc je voudrais dire que vraiment c'est un axe sur tout ce qui est violence sexuelle et sexiste au niveau des établissements du supérieur que nous prenons à bras-le-corps, que nous prenons à tous les étages à bras-le-corps, avec vraiment une professionnalisation, un accompagnement pour que d'abord les victimes puissent parler. Et d'abord, moi je salue le courage aujourd'hui des victimes qui parlent de plus en plus, et il faut qu'on ait cette expression, pour ensuite prendre des mesures de deux types, d'accompagnement des victimes au sein des établissements pour qu'elles puissent poursuivre leurs études dans de bonnes conditions, et de l'autre côté, effectivement, des actions qui peuvent être disciplinaires, juridiques, et donc de la professionnalisation au sein des établissements pour savoir comment faire, quoi faire, et on les accompagne. Donc voilà, on fait des campagnes, il y a des cellules aujourd'hui dans tous les établissements, en tout cas on les installe, il y a des spécialistes au niveau de chaque rectorat qui accompagnent, il y a tout un tas de dispositifs pour permettre effectivement, former aussi les associations étudiants. Les associations étudiants se responsabilisent énormément pour pouvoir vivre aussi une vie étudiante au sein des formations. Et donc je vous rejoins, c'est un des points très importants sur lequel on n'a malheureusement pas parlé, c'est un tort, donc merci de la question, et sur lesquels dans tous les pays, en tout cas en France, on doit se mobiliser toujours plus pour avoir une tolérance zéro dans nos établissements. Merci beaucoup Madame la Ministre, merci également à tous nos invités, et à Valérie, vous restez avec nous quelques instants pour le mot de la fin. On accueille donc pour ce mot de la fin Grégoire de Lasteyrie et Étienne Gernel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En un mot, d'abord, je vais citer mon auteur favori, c'est-à-dire la compagnie créole. C'est bon pour le moral. Ça fait un bien fou de voir des gens passionnés par la science. De voir ce public, de voir les scientifiques, en fait c'est bien.
c'est mieux que les antidépresseurs. On va passer un week-end formidable. C'était vraiment formidable. Je voudrais dire un immense merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet événement, qui était un défi considérable dans un délai extrêmement court. C'était un peu effrayant. Donc merci à toutes les équipes, toutes. Ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux de l'agglomération, de la région, de nos partenaires, des partenaires académiques, et bien sûr des équipes du Point, à qui je dis un immense merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et le deuxième truc, le troisième, c'est l'année prochaine, Grégoire. On va effectivement se retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup Étienne. Madame la ministre, générale, mesdames, cher Philippe, Monsieur le Président, un mot pour conclure effectivement aux côtés d'Étienne. Vous dire que ce Paris-Saclay Summit, c'était un pari. Il y a quelque temps, je crois que c'est un pari que nous avons réussi. On a créé les conditions d'un dialogue ouvert, intelligent, inspirant, qui nous confirme combien nous avons besoin de la science et combien la science a besoin de nous tous. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de mathématiciens, de chercheurs, d'ingénieurs. Nous avons besoin de beaucoup plus de femmes scientifiques, ça a été encore rappelé à l'instant. Bref, nous avons besoin de ce réarmement scientifique profond pour le pays. Une éminente personnalité qui n'a pas encore eu le prix Nobel, mais qui s'est exprimée sur cette scène, Étienne Jarnel, nous a dit hier matin « La science, c'est la vie ». La science, c'est la vie. La science est une arme anti-déprime, anti-bonnet de nuit. J'ai retenu ça. Et ces mots que tu avais prononcés, c'est parfaitement, je crois, ce qu'on a vécu durant ces 2 jours. Seule la science peut nous permettre de développer la nouvelle économie que l'on recherche. Seule la science peut nous permettre d'améliorer profondément les questions de santé. Seule la science peut nous permettre de créer les meilleures conditions d'une inclusion sociale, des inclusions culturelles. Bref, la science est aussi un langage universel qui peut nous unir et qui en tout cas nous a réunis aujourd'hui. Je voudrais citer Claude Bernard, ce grand médecin qui a dit en 1885 que la science doit expliquer toujours le plus obscur et le plus complexe par le plus simple et le plus clair. C'est ce qu'on a essayé de faire, je crois, durant ces 2 jours sur cette scène et sur les salles attenantes. Vous, les scientifiques qui êtes présents ce soir, vous avez évidemment un rôle particulier à jouer pour mieux expliquer ce que vous êtes, ce que vous faites, pour le bien commun de l'humanité. Et la société, son devoir, c'est de prendre le temps de vous écouter. Alors, avec le Paris-Saclay Summit, on a posé une première pierre aujourd'hui. On a écrit les premières pages d'un nouveau livre. L'illusion, comme parfois dans ces cas-là, ce serait de croire que le travail est fait. En fait, le travail, il va commencer demain. Il va commencer demain parce que nous devons tous être des ambassadeurs, des porte-paroles, des militants enthousiastes de la science, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu ici. C'est une lourde responsabilité. Je voudrais m'associer aux remerciements qu'Étienne a formulés. Évidemment, d'abord, pour remercier Le Point, en particulier Renaud Grand-Clément, son président, qui a pris des risques à nos côtés sur cet événement. L'ensemble des équipes du Point qui ont été exceptionnelles, qui ont été remarquables. Je voudrais remercier la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, qui également s'est engagée tout de suite dans ce bel événement. Le département de l'Essonne, François Durovray et son premier vice-président Michel Bournat, extrêmement attachés à ce territoire, on le sait, qui ont aussi été à nos côtés comme toujours. Je voudrais avoir un mot pour les maires de l'agglomération et les vice-présidents de l'agglo qui ont accepté que l'agglomération s'engage financièrement aussi lourdement dans cette opération-là. Ils nous ont fait confiance et vraiment un grand merci à eux. Et puis toutes les équipes. Alors, et puis l'EDF, Bernard Salat. J'y viens. Mais évidemment, EDF, Bernard Salat qui nous accueille sur ce lieu-là. Je voulais remercier les équipes. Je savais que les équipes de l'agglo étaient exceptionnelles. Elles l'ont démontré une fois de plus. Je ne connaissais pas encore les équipes du Point. Elles sont tout aussi exceptionnelles, vraiment. Et puis, tous ceux qui ont contribué à la réussite, et notamment EDF, cher Bernard, vraiment un très, très grand merci. Donc, la première édition 2024 du Paris-Saclay Summit, c'est certes un jeune cru, mais je crois que c'est un grand millésime. C'est un grand millésime qui en appelle beaucoup d'autres, parce que qui dit première édition dit forcément deuxième édition. Alors, en conclusion de ces 2 jours de débat, je vous invite à sortir vos agendas et à retenir la date du 12 février 2025.
pour l'ouverture de la 2e édition du Paris-Saclay Summit Choose Science, ici à Paris-Saclay. D'ici là, je vous souhaite une très belle année. Merci beaucoup. Merci beaucoup.